comme ils font les youtubeurs. Alors, le roman s'appelle Client Mystère et c'est l'histoire d'un coursier à vélo qui, euh, qui est victime d'un accident de la route un soir alors qu'il est en train d'acheminer une pizza chez un client. Et il se retrouve donc blessé et dans l'incapacité de continuer à livrer et donc sans ressources en réalité. Donc ce coursier va devoir chercher des alternatives pour trouver un salaire. Et donc il entend parler d'un métier qui s'appelle les clients mystères, qui est en fait un métier qui existe et qui consiste à jouer le rôle en fait d'un client pour vérifier la mise en application des normes et des protocoles à l'insu des employés. En fait, c'est une forme d'audit qualité en fait qui est présenté pour le management comme un moyen d'optimiser justement la qualité du service de ses clients, mais qui est aussi d'une certaine manière et avant toute chose un instrument de surveillance et de contrôle. L'idée initiale de ce texte, et je pense née un soir où j'ai assisté justement à un accident de la route où j'ai vu un livreur en vélo se faire heurter comme ça par une voiture. Et donc sur le coup, je suis allé tout de suite voir cet homme qui était allongé en fait sur le trottoir. Il avait son sac isotherme qui était éventré sur la chaussée. Et ce qui m'avait vraiment interpellé à l'époque, c'était de voir que son premier réflexe, ça n'a pas été de vérifier son intégrité physique, quoi, physiologique, mais c'était plutôt une forme de panique et d'agacement qui était lié au fait qu'il avait cassé son téléphone portable et que sa pizza était éventrée comme ça sur la chaussée. Donc en fait, il y avait ce moment où l'algorithme et ses conséquences prenaient le pas en fait sur sa propre santé en réalité. Donc c'est là que je me suis dit, je savais déjà, j'étais assez curieux de voir tous ces balais de coursiers qu'on voyait dans les centres-villes, un peu partout, en France et en Europe et même dans le monde entier aujourd'hui. Mais je trouvais qu'on ne savait pas grand-chose en fait de ces individus, ces silhouettes comme ça qui se déplaçaient dans l'espace. Et donc tout simplement, je pense que j'ai voulu utiliser ce choc, cet accident comme une potentialité romanesque pour pouvoir travailler aussi et enquêter en fait sur un monde plutôt même un inframonde puisqu'en fait c'est survisible mais sous-exploité en tout cas je trouvais à travers le champ en fait du récit et donc c'est comme ça que je me suis un peu lancé comme ça dans ce projet. Alors ça a été un temps assez long, je dirais. J'ai commencé à écrire les premières pages de ce manuscrit en 2016, en 2017. Et il y a eu une première version de ce manuscrit qui est arrivée assez vite, où j'ai écrit une première mouture d'une manière beaucoup trop rapide. Et, euh, simplement qui n'était pas du tout abouti. Mais j'ai voulu quand même. J'ai eu un premier enfant et ça explique, je pense, un peu la trajectoire de ce manuscrit. En fait, j'ai envoyé une première fois ce manuscrit à quelques éditeurs assez généralistes parce que je pensais que j'allais plus avoir le temps de pouvoir travailler ce texte désormais avec le rôle de père que j'allais devoir jouer. Et donc en fait j'ai envoyé une version vraiment inachevée, inaboutie je pense du récit, qui forcément a rencontré des refus, à l'exception de deux éditeurs qui ont manifesté un intérêt en fait pour ce texte, tout en signalant évidemment qu'il n'était pas du tout abouti et que c'était encore une forme de grand brouillon comme ça à améliorer.
Et ce qui s'est produit, c'est que les deux éditeurs m'ont fait des propositions justement éditoriales qui étaient diamétralement opposées. Alors moi, j'avais un petit peu écrit ça comme dans un élan un peu spontané, sans réellement réfléchir à ce que je voulais vraiment faire ou ce que je voulais vraiment exprimer. Et donc là, j'ai eu une période justement de flottement et d'indécision, puisque au final, j'avais vraiment deux propositions d'amélioration qui s'opposaient. Je pense que j'ai essayé de faire une forme de synthèse un peu médiane. Et donc, enfin, j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire, c'est-à-dire que j'ai essayé d'écrire conformément à une proposition extérieure. Et donc c'est assez logique. En tout cas, les éditeurs ont refusé ce manuscrit, que j'ai donc laissé en jachère pendant quelques temps. Il y a eu la crise du Covid-19 qui en plus a changé, a fait que je n'avais pas forcément la possibilité de continuer à travailler sur ce projet. Et j'ai repris quand même le fil de ce texte sur le conseil de l'une des deux éditrices avec qui j'étais en relation, qui m'avait très simplement conseillé de retrouver un petit peu le sens et ce que je voulais vraiment formuler au début. Et donc j'ai commencé à me reposer des bonnes questions sur ce texte, je dirais en 2021 en réalité. Et c'est comme ça que j'ai repris un petit peu le fil et j'ai retrouvé le plaisir en fait, et me sentir libre et affranchi justement de conseils, de directives. Et donc c'est comme ça que je suis arrivé à retrouver, enfin je pense à trouver vraiment le sens que je souhaitais donner à ce texte depuis le départ et de lui donner vraiment un aboutissement. Et donc j'ai renvoyé ce manuscrit et par un concours de circonstances, je l'ai adressé à Clément Ribes, qui à l'époque venait de rentrer aux éditions Gallimard pour y développer son label ou sa collection qui s'appelle Scribe. Et j'avais lu plusieurs ouvrages qu'il avait défendus en tant que directeur des éditions chez Christian Bourgois. Et notamment 3 romans qui m'avaient beaucoup marqué, que j'avais adoré, qui étaient Grande Couronne de Salomé Kiner, de Parcourir le monde et d'y rôder de Grégory Le Floch, et un texte de Hugo Lindenberg, dont je me souviens plus du titre là sur le coup, mais j'avais été vraiment séduit par l'approche et une forme de courage éditorial de faire des propositions comme ça, un petit peu différentes, iconoclastes et singulières. Et donc c'est comme ça que j'ai tenté l'aventure. Je l'ai proposé à Clément Ribes qui m'a aidé à structurer, à finaliser ce récit et de l'accompagner comme ça jusqu'à la publication. Alors les retours les plus constructifs et ceux qui ont été décisifs sont vraiment ceux que m'a formulé Clément Ribes, donc l'éditeur de ce texte. Et je dirais qu'il a procédé par étapes avec ce texte. Dans une première approche, c'était plutôt des suggestions de structure. C'était vraiment m'aider à comprendre vraiment le texte que je voulais écrire, me faire prendre conscience vraiment de son identité profonde vraiment, et c'était vraiment me faire comprendre vraiment, faire prendre conscience de l'histoire que je voulais vraiment retranscrire. Donc ça semble un peu étrange de dire ça, mais c'est vraiment poser des questions qui éliminent en fait très vite un tas de scories ou comment dire, d'embarrassement qui entrave un peu le récit. Donc ça aide un petit peu à tirer les choses au clair. Et en fait, c'est par strates qu'il a fonctionné. C'était reprendre vraiment le plaisir d'écrire qu'on a au tout début, qu'elle est vraiment toujours interrogée, je pense, le facteur plaisir, ce qui ne gâche rien déjà, et qui souvent, je trouve qu'un passage qui est écrit d'une façon assez spontanée ou évidente sera forcément plus intéressant que quelque chose, qu'un morceau de bravoure, voilà,
espèce de dimension sculpturale infinie qui parfois signifie que le texte n'est pas sa place ici ou qu'il n'a pas besoin d'être développé. Et parfois, je me suis rendu compte qu'on avait, peut-être c'est aussi le propre des premiers essais d'écriture et des premiers textes, c'est de vouloir trop en dire ou de pouvoir donner trop de plusieurs textes en un seul texte. Ça, c'est vraiment l'accompagnement éditorial, c'est vraiment de prendre conscience vraiment en termes de structure ce qu'on voulait faire. Et ensuite, il y a ce côté un peu macroscopique, on va rentrer plus dans la copie, sur des passages qu'il faut soit épaissir, soit s'autoriser à prendre le temps. Clément Ribes, mon éditeur, m'a vraiment conseillé de m'autoriser en fait à prendre le temps, d'aller dans quelque chose de plus atmosphérique, de m'autoriser à faire des détours, à prendre plus mon temps et de donner un peu plus d'épaisseur romanesque. Parfois, il m'avait fait comprendre que j'avais plutôt tendance à écrire des sommaires ou de sommériser un petit peu les choses au lieu d'en faire des scènes. Et donc ça, j'ai mis un petit peu de temps à comprendre. Justement, ce côté des préceptes d'écriture, comme de montrer et ne pas dire, le précepte américain show don't tell, dont j'ignorais l'existence. Ça m'a vraiment beaucoup aidé en fait, tout simplement, cette phrase à prendre conscience des faiblesses en fait qui entravaient encore le texte. Et donc dans l'accompagnement, ça a été assez progressif, donc vraiment structure vers la forme. Quand le premier volet un petit peu a été achevé, on est rentré dans des considérations plutôt la chasse aux adverbes, un petit peu aller un petit peu plus à l'os, comme ça, se débarrasser d'une tendance, d'un amour un peu déraisonnable pour les adjectifs ou certaines tournures. Et donc comme ça, on rentre un petit peu plus dans le texte. Et en fait, au final, là, moi, je finis des travaux dans une maison actuellement. Au final, je pourrais faire une analogie avec des travaux de construction ou de rénovation. C'est vraiment il y a vraiment la structure, le gros œuvre qui en fait se verra pas forcément à la fin. Et on termine par la peinture, en fait, qui est juste la forme, le dernier lissage, ce qu'on voit en fait en premier, c'est sûrement ce qui, en tout cas, a pensé en dernier, quoi. Alors, moi, j'écris d'une manière extrêmement laborieuse, c'est-à-dire que j'ai besoin d'avoir fixé un canevas déjà et de savoir à peu près où est-ce que je vais, quels sont les connecteurs de scène en scène ou de séquence en séquence. Donc le travail de réécriture, pour moi, c'est même en fait le travail d'écriture lui-même, c'est-à-dire que on va forcément proposer quelque chose de... Enfin vraiment, c'est vraiment cette dualité, ces deux temps où il y a ce côté, le jet un peu spontané, qui est déjà un peu encadré, où on sait à peu près où est-ce qu'on veut aller. Et après, il y a vraiment ce retravail, c'est ce passage au tamis, en fait, tout simplement. Voilà, ça, j'ai beaucoup essayé de entendre sa voix. Enfin, c'est vraiment j'invente rien, bien sûr, hein, mais c'est vraiment le côté gueuloir, entendre la musicalité, le rythme. Moi, j'écoute beaucoup de hip-hop et c'est une écriture qui me plaît beaucoup. J'ai toujours gardé une pensée de comment ça peut sonner, quoi. L'oralité et le rythme, la maîtrise, en fait. Voilà, sans pouvoir essayer de faire que des 16 mesures, en fait. Mais c'est toujours garder ça, cette espèce voilà, enfin, de confronter ce qu'on a écrit avec une espèce de pensée, du texte en fait qui serait rappé ou qui rentrerait en fait avec un beat, avec un rythme et voilà. Donc moi je fonctionnais pas mal comme ça dans mon travail de réécriture et je dirais oui, c'est surtout c'est quand même avant tout toujours penser au rythme, aux dynamiques et aux longueurs, les interroger comme ça. Et c'est plutôt proposer quelque chose un peu non architecturé et comme ça le repasser comme ça jusqu'à que ça soit fluidifié et que qu'il y ait une expression comme ça un peu d'aisance et quelque chose de naturel, quoi. Je dirais que jamais perdre de vue que en fait personne n'attend quoi que ce soit en fait
de votre apport en fait. Il faut écrire, je pense, savoir d'où on écrit, pourquoi on écrit. Enfin, en tout cas surtout chasser enfin, que le désir de publication soit plutôt lié en fait à un désir d'aller au bout d'une démarche. Et ouais, je dirais ça pour le mot de la fin.